Oui, merci. Je vais demander aux participants à la table ronde de me rejoindre. Donc Jean de Kervasdoué, Étienne Cagnard et Anne-Marie Brocard. Et Louise Guedin. Alors, on va ouvrir ce débat autour du thème prothèse auditive qui paiera, tout un programme. Voilà un secteur dont on parle de plus en plus dans les médias, sans doute pour des raisons d'épidémiologie, il y a de plus en plus de personnes âgées, également parce que c'est perçu comme un secteur dans lequel il y a un important renoncement aux soins, on l'évoquait tout de suite. Enfin, parce que de plus récents travaux, le professeur Spira y faisait allusion, ont fait le lien entre déficit auditif et déficit cognitif ou autres problèmes de santé comme les fractures, par exemple. Dans ce contexte, le secteur fait l'objet de toutes les attentions, y compris de la part des pouvoirs publics. Il y a eu de nombreux rapports sur le secteur ces dernières années. Je cite celui du CNSA, de la Cour des comptes, de l'IGAS, de l'Autorité de la concurrence. Aujourd'hui, on a le rapport Jean de Kervasdoué. Voilà, la question, elle est un peu double. Comment équiper plus de monde, alors que le sous-équipement semble patent, et puis qui doit payer, alors qu'aujourd'hui, le reste à charge des ménages est entre 60 et 65%. Voilà, en décembre dernier, l'UNSAF a sollicité l'assurance maladie et lui a demandé d'ouvrir des négociations. On aura sans doute aussi l'occasion d'en reparler. Voilà, je voulais qu'avec nos invités, on procède d'abord à un état des lieux du secteur pour essayer d'ouvrir ensuite sur quelles solutions on peut envisager pour demain. Alors je me tourne de nouveau vers Jean de Kervasdoué. Première question, est-ce que vous avez été surpris Laurent Sartman m'expliquait que vous avez travaillé 3 mois là-dessus. Est-ce que vous avez été surpris par vos découvertes ? Oui, c'est-à-dire je ne m'attendais pas à ce que l'efficacité soit aussi grande. En gros, si j'ai ma position, et je laisserai notamment mes deux voisins répondre aux questions que vous évoquez. En fait, nous avons en France hérité de ce que dans notre jargon on appelle un panier de soins. C'est-à-dire des choses que rembourse l'assurance maladie plus ou moins bien depuis 1930. Parce que la classification des actes professionnels ne date pas de 45 ou 46, ça date de 1930. Et ce qui me surprend dans ce domaine-là comme dans d'autres, c'est que les critères d'entrée dans le panier de soins et de niveau de remboursement n'ont aujourd'hui, 80 ans après, plus grand-chose à voir avec la logique et beaucoup avec l'histoire. Alors pour vous prendre un exemple qui n'est pas celui des audioprothèses, mais il se trouve que mon équipe, à la demande de la Mutualité française d'ailleurs, il y a 2 ans, a sorti un livre sur le revenu des professionnels de santé et nous sommes livrés à un exercice très cruel pour l'assurance maladie, c'est-à-dire qu'on a simplement calculé combien l'assurance maladie payait la minute de chirurgien selon l'acte. Eh bien, les tarifs de la minute selon l'acte varient de 1 à 25, 2500 fois. Alors, donc tout ça, c'est une histoire. Et je suis toujours très surpris par 2 ou 3 choses dans ce domaine. C'est que, alors que l'assurance maladie, c'est 180 milliards d'euros, l'assurance maladie dépense aussi peu d'argent pour faire des études épidémiologiques et économiques. Et je suis très surpris aussi qu'on ne pose pas la question du panier de soins. Il est clair que la manière dont vous êtes classé, c'était une des diapositives que nous avons présentées, n'a pas de sens. C'est-à-dire que vous êtes moins remboursé que des médicaments dont l'efficacité est douteuse. Ça n'a pas de sens. Voilà. Alors, pourquoi ça n'a pas de sens ? Je n'ai pas beaucoup de réponses à cette question, si ce n'est qu'encore une fois, il n'y a pas de débat public contradictoire avec les parties prenantes sur ce qu'est un bon panier de soins et comment il devrait évoluer. D'accord, merci. Alors, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Bonne observance en France,
mais sous équipement. Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait conserver le mode d'organisation de l'audioprothésie en France et puis inversement modifier le mode de financement? Est-ce que c'est ça qu'on doit tirer de ce constat? Alors le mode d'organisation, je ne suis pas compétent en fait pour vous répondre. Je pense que d'après ce que j'en ai vu, il n'y a pas de critique majeure à apporter. Et je pense que les décisions récentes, notamment en matière de numerus clausus, sont plutôt bonnes. Il faut simplement s'assurer que les installations géographiques, c'est une constante en France. Quand vous regardez les gynécologues et les pédiatres, ils sont dans le sud de la France où il n'y a pas d'enfants, les enfants sont dans le nord. En général, c'est une constante. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quand vous regardez les cartes des professionnels de santé en 2000 et en 1900, c'est exactement les mêmes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les malades vont vers les médecins, ils descendent vers le sud. Donc sur la question géographique, c'est quand même un sujet, il faudrait que ça soit à peu près égalitaire. Donc ça, j'ai pas grand-chose à en dire. Sur les systèmes de remboursement, nous sommes assez clairement, et dans le rapport qui a été rédigé pour l'essentiel par Laurence, l'évidence est clairement sur un forfait annuel de prise en charge et éventuellement d'ailleurs de location entre l'appareil et le suivi de l'usage de l'appareil. Et alors, donc vous évoquez aussi deux pistes, augmentation, vous plaidez pour la hausse de l'augmentation du remboursement et également pour l'augmentation du dépistage dans votre rapport. C'est notamment à la lumière de ce qui se passe à l'étranger que vous faites ces suggestions? Non, c'est à la lumière de la situation française. Donc le dépistage, Alfred Spira en a parlé, c'est assez clair. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de débats sur ce sujet à avoir dans toutes les populations. Et sur l'autre sujet, c'est aussi assez évident, c'est-à-dire que nous avons montré qu'il y a un coût-bénéfice direct de l'appareillage. Je pense que la raison pour laquelle c'est mal remboursé sont des raisons historiques. Encore une fois, la CCAM, la nomenclature des actes professionnels, la définition du panier de soins n'est toujours revue qu'à la marge et jamais de manière globale. Et donc si on avait des critères à peu près publics, à peu près évidents sur les techniques efficaces, il est clair que le niveau de remboursement par le régime obligatoire, Étienne Cagnard parlera des complémentaires, devrait augmenter. Il est anormalement bas compte tenu de l'efficacité. Quand vous regardez l'industrie pharmaceutique, je ne veux pas en dire du mal, c'est une grande industrie, mais beaucoup d'entreprises vous disent, ce médicament augmente de 50% l'efficacité des traitements existants. Alors la réponse, c'est quand vous regardez, oui, c'est vrai. Mais ça passe de 1% à 1,5%. Donc ça fait 50%. Ça fait 50% de 1%. Ça, on oublie en général de vous le préciser. Donc là, vous voyez qu'il y a une efficacité forte, il y a peu d'effets secondaires. Alors il y a la question de la circularité évoquée par Alfred, qui est un vrai sujet. Mais pour l'instant, on peut au moins donner le bénéfice du doute à cette question. D'accord. Et alors donc vous évoquez 2 millions de personnes équipées sur 6 millions, 1 million à équiper encore. Alfred disait au moins 1 million, probablement plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui... D'accord, c'est une estimation à minima pour vous aussi Je pense que oui, bien sûr. C'est probablement plus à minima. D'accord. Et donc la cause fondamentale pour vous, c'est le facteur financier. C'est la cause première, sûrement, et il y a des tas d'autres causes, mais c'est sûrement la cause première. Et l'accompagnement et l'image sociale, etc. Les choses évoluent, mais vous voyez, comme toujours, elles évoluent plus facilement et plus vite chez les gens éduqués que ceux qui le sont moins. C'est vrai, d'ailleurs, paradoxalement, pardon, ça n'a aucun lien, mais vous allez voir que ça en a un petit peu quand même. Quand vous regardez les conséquences de l'augmentation du prix des cigarettes chez les fumeurs, ça, contrairement à ce que prévoiraient les économistes, ça a beaucoup moins d'effet chez les gens pauvres que chez les gens riches. Donc, en gros, la baisse de la consommation du tabac
elle est beaucoup plus forte chez les gens aisés et éduqués, elle est beaucoup moins forte parce qu'une partie de la population française ne fait pas de lien entre son comportement et sa santé. Donc il y a un problème, et je pense qu'il y a quelque chose d'information à l'égard d'une partie de la population qui joue un rôle important. Anne-Marie Broca, ces populations appareillées ou qui devraient l'être, c'est des populations qu'on a étudiées au Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie? Oui, tout à fait. Alors, je vais prolonger ce que dit Jean Carvazoué à l'instant. D'abord en indiquant que depuis de nombreux rapports, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, je précise parce que tout le monde ne connaît peut-être pas cette instance, qui réunit finalement l'ensemble des parties prenantes du système de santé, aussi bien les assureurs obligatoires et complémentaires que l'administration, les professions. Le président Godino donc, est membre de cette instance. Et donc, je pense qu'il est frappant et notable de signaler que OHCAM, depuis longtemps, s'est manifesté l'opinion selon laquelle il serait souhaitable d'améliorer la prise en charge du déficit auditif. Donc, sur ce sujet, le Haut Conseil a approfondi quelques aspects sur lesquels je vais revenir. Je voudrais prolonger ce qui a été dit sur le constat, effectivement, qu'on a une difficulté à faire évoluer le panier de soins et le périmètre du remboursement, alors même qu'on est capable de consentir des accroissements importants de dépenses sur certains postes, dès lors qu'ils sont déjà intégrés dans le panier de soins. Et je me suis amusée... par exemple je vais prendre un exemple qui me paraît, alors, toute comparaison à ses limites, mais enfin, je pense qu'on peut comparer les conditions de prise en charge de la cataracte et le problème du déficit auditif. On est grosso modo sur les mêmes cibles de population, si je mets à part, je crois que c'est à peu près les mêmes cibles, on sait, je ne vais pas vous infliger des chiffres, mais enfin on sait qu'on a consenti un accroissement très important de dépenses sur le poste de la cataracte. Sur les 10 dernières années, on a une augmentation de 40% des interventions, certes accompagnée d'une diminution du prix des implants, mais donc c'est un effort qui a été possible, et je pense que l'exemple est intéressant puisque l'on voit que pour un appareillage en quelque sorte interne qui est fait mais dans le champ d'une discipline, la chirurgie, qui elle-même est déjà intégrée dans le périmètre de remboursement, eh bien on observe deux phénomènes, c'est-à-dire la capacité à mobiliser des dépenses supplémentaires qui ont été de fait accompagnées de redéploiement au sein des activités hospitalières, et d'autre part la capacité à mettre en place des régulations qui se manifestent par la gestion du niveau de prix des implants. Donc je pense que cette comparaison, elle illustre tout à fait le fait que notre dispositif institutionnel, finalement, empêche de traiter correctement le problème de la déficience auditive. Alors je pense que parmi les raisons à cette difficulté, outre les caractéristiques administratives du système, il y a quand même une constante ou un constant désintérêt, ou en tout cas moindre intérêt, pour tout ce qui relève des problématiques des déficiences et du handicap, qui sont, je pense, historiquement et malheureusement constamment, les parents pauvres de notre système de protection sociale. Alors, c'est pas le lieu de s'interroger sur les raisons de cette situation, mais je pense que c'est vraiment un fait important, et qu'un des efforts qui nous incombe dans la conduite des politiques publiques, c'est de faire évoluer notre système de manière à prendre correctement en charge des problématiques qui, parce qu'elles relèvent du handicap, parce qu'elles concernent, elles sont assimilées finalement à des problématiques du handicap pour les personnes âgées, de la dépendance,
font l'objet de points de prise en charge beaucoup plus complexes généralement, et en tout cas beaucoup moins généreuses. Je voudrais terminer en faisant état de quelques chiffres qui résultent d'études qui ont été menées par le HCAM, puisque dans les récentes années, le HCAM s'est intéressé à la problématique des restes à charge, c'est-à-dire des dépenses qui restent à la charge des ménages après intervention de l'assurance maladie obligatoire et complémentaire. Et donc, dans ces travaux, le reste à charge a été étudié sous toutes ses coutures, si je peux dire, et en particulier donc a été regardée la problématique de ce qu'on a appelé à un moment les restes à charge catastrophiques, c'est-à-dire les restes à charge très importants. Puisque ces travaux ont montré que finalement il y avait des restes à charge importants, on le sait, l'audioprothèse fait partie de ces problématiques de reste à charge importants, mais de plus, ce qu'on observe, c'est pour certaines personnes le cumul de reste à charge relevant de divers postes de dépenses, qui peuvent pour certains conduire à des restes à charge particulièrement importants. Et donc, au-delà du constat d'inégal remboursement selon les postes de dépenses, donc le HCAM s'est intéressé à l'inégal effort demandé aux assurés selon leurs caractéristiques propres. Et donc, on constate sans surprise une augmentation de la probabilité d'avoir des restes à charge très importants quand on est très malade, et des restes à charge importants qui s'accroissent aussi, enfin la probabilité d'avoir des restes à charge très élevés s'accroît avec l'âge. Et donc, pour donner quelques chiffres, pour la moitié des assurés, donc selon les calculs qui ont été menés à l'époque, le dépassement moyen est supérieur à environ 300 € pour la dépense optique, 420 € pour la dépense en prothèse dentaire et 1800 € pour la dépense en audioprothèse. Et lorsqu'on s'intéresse à ce que j'appelle les personnes touchées par des restes à charge catastrophiques, c'est-à-dire des restes à charge très élevés, donc le 1% de la population qui a les plus importants restes à charge, que trouve-t-on? Alors on trouve une part de dépassement de médecins, mais finalement le premier poste contributeur à ces restes à charge très très élevés, ce sont les prothèses dentaires, et arrive en deuxième rang la prothèse auditive. Donc c'est ce qui justifie, je pense, la nécessité de s'intéresser à cette problématique. Mais ce sont souvent les mêmes qui pâtissent des... Enfin, oui, là, cumulent ces désavantages. Voilà, on a des effets de cumul, je pense qu'il faut avoir en tête, et qui justifient effectivement l'intérêt des pouvoirs publics pour une amélioration de la prise en charge. Et donc ça devrait alerter les pouvoirs publics, donc quand même. Clairement. En termes social, c'est préoccupant. Oui, tout à fait. Je pense que tout à fait, ça mérite qu'on s'occupe de cette problématique. D'accord. Concernant les causes du sous-équipement, on a parlé des causes financières. Est-ce qu'on peut en imaginer d'autres, comme par exemple liées à l'image du handicap ou à l'image de l'appareillage? Oui, alors je veux pas. Là, je suis pas dans. Enfin, j'ai pas de compétences particulières sur ce sujet. Je ne connais pas. Enfin, il y a certainement des études sur le sujet. Mais bon, je pense qu'il est que là, je rejoins ce que disait à l'instant Jean, c'est-à-dire que je pense qu'on a vraiment besoin de mobiliser. J'y reviendrai peut-être quand on aura la discussion sur comment améliorer la prise en charge et quelles modalités retenir. Je pense qu'il est très important de pouvoir mobiliser des travaux. Et on en manque, je pense, permettant de répondre à cette question, puisqu'on peut être effectivement s'interroger sur le constat présenté par Alfred Spira tout à l'heure, selon lequel une fois qu'une prescription est délivrée, à la fin, donc il n'y a qu'un pourcentage qui m'a paru quand même faible, aboutissant à un appareillage et ensuite donc se pose la question de l'observance. Donc ça, je pense que vraiment ce sont des questions importantes. Sans doute, alors c'est un point de vue tout personnel et qui a vraiment, je veux dire, je peux faire d'approximation. Je pense que certainement là aussi l'image du handicap
par opposition à la maladie qui vous envoie à l'hôpital subir de très grandes opérations, n'est pas la même, très certainement. Les représentations sont différentes. Et je voudrais simplement mobiliser là, des travaux que j'ai pu connaître en m'occupant de problématiques de dépendance. On voit bien que, d'une certaine manière, on observe, et ça c'est connu et étudié, par rapport à certaines situations, des phénomènes d'ajustement finalement des attentes des personnes concernées aux réponses possibles. Donc il y a là aussi des formes de circularité. Je pense qu'il y a certainement, là dans notre sujet, des effets générationnels, puisque on le sait bien sur la dépendance, des générations plus anciennes finalement, je pense que pour les difficultés auditives, c'est certain, s'accommodent d'une situation. Finalement, on se dit il est normal de moins bien entendre quand on vieillit, et ça ne relève pas de soins. Je pense que pour des générations plus récentes, certainement, la question se posera en des termes différents et c'est très heureux. D'accord. Louise Godinot, on évoquait la sensibilisation de la population et des professionnels, des ORL. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui de la sensibilisation de la population à ça, à cette question? Je vais revenir sur quelques points, d'ailleurs la partie du professeur Spira et des échanges qui viennent d'avoir lieu. D'abord, je voudrais souligner que, j'ai oublié de dire tout à l'heure, que cette étude, elle a été permise à l'initiative de toute la profession. Donc, je voudrais rappeler que le Collège national d'audioprothèse, présidé par Stéphane Laurent, je ne sais pas où est Stéphane, voilà, qui est là, a également contribué. Marc Gréco, président du syndicat national des centres d'audition mutualistes, SINAM, que je vois là, et Guillaume Flao, président du syndicat national des entreprises de l'audition, et nous-mêmes. Donc ça, c'est très important de voir que c'est une spécificité de notre profession, c'est qu'on est très regroupés. C'est peut-être pour ça qu'on va essayer de faire changer les choses, parce que le prix, le reste à charge plus exactement, est un vrai problème, mais ce n'est pas le seul, loin de là. On a fait des comparaisons avec des pays proches qui ont un reste à charge très moindre, avec un bon remboursement. La Suisse, par exemple. La Suisse a un remboursement de 700-800 € par oreille, versus 120 au niveau obligatoire en France. Eh bien, le taux d'équipement en Suisse, si on avait le même en France, on n'aurait pas 3 millions. Le million, on ne le fait pas, juste avec ce remboursement, on serait à 2,5 millions, 2,6 millions. Donc nous pensons qu'il y a un vrai déficit d'information. Alors, ce n'est pas facile d'avoir une information claire. Il y a beaucoup de polémiques. Il y a beaucoup d'acteurs économiques qui rêvent sur les milliards de la silver economy et des malentendants. Donc on voit bien que même si on allait au-delà des 3 millions de personnes à équiper, aujourd'hui le secteur pour 2 millions de personnes pèse 1 milliard d'euros par an, on serait peut-être à 1,5 ou à 2, pour des prix non régulés, soit dit en passant, puisque les prix sont libres. Donc on n'a pas une manne que notamment certains de nos amis opticiens espèrent aujourd'hui et convoitent, qui permettrait d'aller à 5 milliards ou je ne sais quel. Donc ça c'est faux. C'est très important que déjà grâce à votre travail, on commence à mettre un peu de clarté. On est sous-équipé, mais même si on équipe tout le monde, on ne sera pas sur des niveaux comme ça. Et le problème du coût n'est pas le seul. Il y a un vrai problème d'information. Il y a un vrai problème et je vois que mon ami Christian Hugonnet est dans la salle, de méconnaissance du sonore, tout simplement, aussi bien dans les loisirs que dans la santé. L'Institut de veille sanitaire a publié le 15 décembre 22 pages, une belle somme sur les sourds et les malentendants. Le titre c'était « Un handicap méconnu, une population vulnérable ». C'est ça qu'on oublie. Et qu'est-ce qu'elle disait cette étude? Elle disait que malentendre, c'est une souffrance au travail, je crois, 3 fois plus importante pour la population générale. C'est une souffrance psychologique, c'est des pensées suicidaires, des tentatives de suicide. Voilà les problèmes. Est-ce qu'on a des campagnes de communication publique? Non, on n'en a pas. Si on avait ces campagnes de communication, je pense qu'on ferait aussi quelque chose. À notre avis, selon nos estimations, les gens non équipés, c'est la moitié pour des problèmes d'accès et même de méconnaissance. En effet, les gens modestes ne se posent pas le problème. Ils ne se disent pas « j'ai pas les moyens », c'est pas pour eux. J'ai eu le cas dans mon exercice personnel il y a quelques années d'une dame dont le fils qui avait bien réussi lui a dit « je t'offre » entre guillemets des appareils auditifs.
Et elle disait pourquoi il gaspille son argent. Quand elle est venue, un an ou deux après, elle disait que c'est drôlement bien quand même. Je ne croyais pas que ça allait me changer la vie comme ça. Donc voilà. Donc ce que vous évoquez pour d'autres secteurs de la santé existe aussi. Il y a une partie de la population qui ne se pose même pas le problème parce qu'aujourd'hui, je pense aussi que le ministère, enfin je ne vais pas parler en son nom, mais il est dans une position un peu schizophrène. Quand on donne 8% pour les adultes de solvabilisation, comment faire des campagnes d'information? C'est très amusant d'ailleurs de voir dans les rapports publics comme la question est toujours traitée de façon très soft. Je pense au rapport Aquino qui a été remis à Laurence Rossignol en septembre, c'est un gériatre. On lit bien que ce serait très intéressant de dépister à 60, 65 ans. On ne le dit pas trop fort, parce que sinon les gens vont dire oui, dépister pourquoi? Pour avoir 1000 € de reste à charge. Donc je crois que la question est là, elle doit encore être étudiée. Je voulais aussi revenir sur la causalité. Alors c'est la surdité qui fait le déclin cognitif qui fait la cause. Voilà. Il y a une étude observationnelle l'année dernière de l'INSERM qui avait quand même des éléments de preuve assez forts qui montraient que quand on entendait mal, on déclinait et pas le contraire. Il n'y a pas d'étude interventionnelle, mais il y a quand même une étude interventionnelle plus petite, française en plus, qui a été faite sur l'implant cochléaire, où des gens ont eu une mesure de leur audition et des tests MMSE, donc des tests du fonctionnement cognitif, qui a montré qu'en quelques mois, ça s'améliorait. Donc, on prend les paris le jour où il y aura l'étude interventionnelle. Là encore, les professionnels qui sont avec des malentendants à longueur d'année depuis longtemps, on prend les paris. Je pense bien que c'est bien la cause, c'est la surdité, et la conséquence, c'est non seulement le déclin cognitif, mais les chutes, etc. etc. Donc, il y a d'ailleurs des études qui commencent à comprendre pourquoi. En fait, c'est une espèce de surcharge cognitive, c'est-à-dire le cerveau passe tellement de temps à deviner les mots que ça l'épuise, et cette surcharge cognitive provoque des problèmes cérébraux. Mais bon, c'est des études, c'est plutôt demain. Hein. La journée, moi je suis pas scientifique, hein, moi. Donc c'est demain que les scientifiques vont parler. Donc, je vous invite à venir très nombreux les écouter parce qu'ils diront ça beaucoup mieux que moi. Donc on en reparlera. Enfin, il faut insister aussi sur le nombre de personnes. Parce que, et d'ailleurs votre étude le dit bien, la démographie actuelle va changer la donne. L'étude de l'adresse que le professeur Spira a citée, qui est en effet très intéressante et pas si difficile que ça d'abord, montre que 40% des septuagénaires ont un problème auditif, 50% des octogénaires ont un problème auditif. Actuellement, les cohortes du baby boom ont 70 ans. Donc ça veut dire que c'est quoi, 20 ou 30% de plus de personnes qui chaque année ont 70 ans et qui chaque année vont avoir un problème auditif. Et donc dans 10 ans, ce sera plus de 50% de ces nouvelles cohortes. Donc ça veut dire que ça va augmenter mécaniquement assez nettement. Donc je crois qu'on est vraiment, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une année charnière, une période charnière pour s'occuper du handicap auditif. D'accord. Je reprends les plafonds CMU et ACS, c'est assez faible. Avec des plafonds comme ça, est-ce qu'on se fait équiper dans ces populations-là? Je fais la différence entre les deux. La CMU, on a fait des propositions, c'est la profession qui avait déjà fait des propositions, de dire de faire un peu plus de durée, parce que les appareils on ne les change pas tous les 2 ans, avant c'était tous les 2 ans, et ces 700 € permettent un équipement pour une population, et la profession joue le jeu. Hein, on équipe les gens pour 700 € parce qu'on y est tenu, et on est d'accord. En plus, la population CMU, elle est assez peu nombreuse, ce sont des cohortes jeunes, donc il n'y a pas beaucoup de gens, ça doit être 10 000 appareils par an, quelque chose comme ça, qui sont financés dans ce cadre-là. Pour les ACS, malheureusement, on avait fait des propositions à la ministre. Hein. On avait dit, attendez, vous donnez un mauvais signal. Les contrats ACS qui ont été labellisés, il y a 3 niveaux, les 2 premiers niveaux doivent prévoir 200 € pour s'équiper d'une oreille. Vous voyez, encore une fois, on est complètement, ce que vous disiez dans votre rapport, c'est une espèce de luxe, hein, si vraiment ça intéresse quelqu'un, qu'il le paye de sa poche, c'est pas important. Donc là, je ne comprends pas, c'est quand même on a fait des propositions qui n'ont pas été retenues. On avait dit, attendez, profitez de cela parce que les populations à équiper sont beaucoup moins nombreuses, ça n'a rien à voir avec les 40 et quelques millions de porteurs de lunettes, et ça n'a pas été repris. Et même le niveau supérieur des contrats ACS, ça doit prévoir 500 ou 600 € moins que les CMU. Donc ça n'a pas de sens. Là aujourd'hui, au ministère de la Santé, l'information n'est encore pas arrivée. J'espère d'ailleurs que vous tous pourrez aider à ce qu'elle arrive. C'est un signal négatif. Encore, c'est quelque chose qui est un peu une espèce
Le smartphone pour jeunes, pour seniors, bon, si ça vous intéresse, faites-le, on ne va pas vous donner trop d'argent. C'est totalement contre-productif, inexplicable. D'accord, merci. Étienne Cagnard, les mutuelles sont sur ce marché depuis quelques années, via des centres mutualistes, via des réseaux mutualistes. Quels sont les objectifs des mutuelles sur ce marché? Qu'est-ce qu'elles veulent bâtir avec les professionnels? Merci, ça marchera bien. Les objectifs des mutuelles, finalement, ils sont multiples parce que, vous l'avez dit, les mutuelles, elles interviennent à la fois au nom de leurs adhérents, c'est-à-dire pour essayer de réduire le reste à charge, elles interviennent comme acteurs du secteur et elles interviennent comme assureurs à côté des régimes obligatoires. Donc si on regarde de l'ensemble, peut-être avant d'ailleurs juste revenir sur une remarque qui a été faite sur le panier de soins et les évolutions. On est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui on a beaucoup plus de mal à faire évoluer le panier de soins quand il s'agit de compensation que quand il s'agit d'actes techniques, de surcroît déjà inscrits dans la nomenclature, etc. Mais je pense qu'il y a une autre raison que Alfred Spira développe souvent, c'est l'effet de la transition épidémiologique. Aujourd'hui, on n'a pas pris la mesure des conséquences de la chronicisation des pathologies. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est plus la guérison. Pour l'immense majorité des soins. Pour l'immense majorité des soins, c'est vivre le mieux possible avec des pathologies chroniques. La surdité c'en est une illustration parfaite. On n'est pas dans la réparation, on est dans la compensation. Et on voit bien que cet élément, il est majeur parce que tant, et je pense que la réticence vient autant des professionnels de santé que des autres. Tant qu'on n'aura pas pris conscience que les enjeux, c'est plus la guérison, mais c'est la qualité de vie, c'est l'accompagnement, c'est le fait de vivre avec les pathologies dont on souffre tous à des degrés divers, et dont on s'accommode finalement de mieux en mieux avec les outils qui sont à notre disposition, on n'arrivera pas à avancer. Et ça me paraît vraiment majeur parce qu'on n'en prend pas le chemin. Quand je vois par exemple le débat qu'il y a eu récemment sur le prix du médicament et le Solvadi, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? Une solution, et c'est maintenant rabattu dans tous les congrès en disant on va rentrer dans une logique de rémunération en fonction du résultat. C'est-à-dire, ça marche, on rembourse, ça marche pas, on rembourse pas. Quand on rentre dans des logiques comme celle-là, on tue tous les mécanismes de compensation. J'insiste là-dessus parce que je pense que culturellement, c'est extrêmement important. Tant qu'on n'aura pas franchi ce pas, on se retrouvera avec des difficultés majeures. Alors, une fois qu'on a dit ça, l'objectif de la mutualité, finalement, c'est d'essayer, comme tout le monde, de réduire cet écart entre le million de personnes impariables qui ne sont pas aujourd'hui. Est-ce que la réponse est exclusivement financière? La réponse est très clairement non. Elle est très clairement non parce que si on pose l'équation dans ces termes, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse immédiate. Alors, je vais parler d'abord au nom des complémentaires, après peut-être quelques remarques sur les conséquences économiques de le régime obligatoire. N'oublions jamais comment est construit un modèle économique avant de s'interroger sur les réactions des acteurs. On en parlera probablement tout à l'heure à travers la façon dont on peut rembourser les prothèses, mais les complémentaires aujourd'hui sont entraînés dans un engrenage de segmentation absolument mortifère. Cette segmentation conduit les complémentaires à avoir des offres de plus en plus ciblées sur des populations et sur des produits. Réfléchissez 2 secondes et je renvoie à ce que disait tout à l'heure, je dis c'est Freddy ou quelqu'un d'autre, ou peut-être Louise, sur les cumuls de handicap et de reste à charge. Non, c'est Anne-Marie, pardon, d'ailleurs, c'est toi Anne-Marie. Sur les cumuls de handicap et les cumuls de reste à charge. Évidemment, la population plus âgée est une population plus malade. Les complémentaires, dans le modèle économique actuel, avec la segmentation à l'œuvre, n'ont aucun intérêt à faire un effort sur la prise en charge des prothésistes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attirer une population qui va générer beaucoup de dépenses derrière. Ils le font quand même. Ils ne le feront pas très longtemps si on n'est pas capable de trouver des mécanismes de correction des effets pervers économiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui.
J'insiste là-dessus parce que je crois qu'il faut bien qu'on comprenne qu'aujourd'hui, les modes de régulation qui conduisent à isoler les populations, à segmenter les prises en charge, à s'intéresser compris comme critères discriminants, sont des stratégies qui conduisent tout le monde à la catastrophe. Maintenant, du côté des régimes obligatoires, une remarque. Je suis invité souvent, Anne-Marie doit l'être également, par des secteurs professionnels dans lesquels la sous-prise en charge ou le sous-investissement public est patent. On l'est un petit peu moins dans ceux où il y a des situations de rente. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Pas pour diviser ou pour renvoyer la balle plus loin, tout simplement parce que nous ne savons pas, dans notre organisation actuelle, et encore une fois à cause de la segmentation, encore une fois que nous débattons à l'acte, encore une fois à cause de l'approche économique, mettre en œuvre les compensations économiques qui résultent de l'économie d'un secteur donné. Il est évident qu'on arrive très facilement à démontrer que oui, une pathologie pour un secteur, tel ou tel comportement peut conduire à des résultats économiques évidents, démontrés. Sauf qu'on ne sait pas modifier l'organisation de notre système pour rendre concrètes et tangibles ces économies. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans une logique où on n'investit pas assez sur l'organisation du système, sur la réflexion, sur les modes d'allocation de ressources. Pardon de peut-être prendre un peu trop de recul, mais je crois que c'est essentiel si on veut avancer sur ces sujets. Parce qu'autrement, on se retrouve effectivement dans des débats de court terme, dans des débats qui opposent tel secteur à tel secteur, tel financeur à tel financeur, alors que les sujets doivent être appréhendés avec beaucoup plus de recul. Alors, la mutualité, elle a probablement un rôle à jouer dans ce domaine-là. Elle a un rôle à jouer parce que, on n'en a pas beaucoup parlé, mais évidemment, les enjeux de prévention des déficits sensoriels sont majeurs. Alors, on en a parlé en termes de comorbidité, de conséquences sur un certain nombre de pathologies. C'est probablement le secteur où le retour sur investissement sanitaire et économique est le plus rapide et le plus facile. C'est extrêmement immédiat. On développe en mutualité, par exemple, des centres de détection et de prévention des troubles sensoriels, auditifs et visuels essentiellement. Les résultats et les études qu'on peut aujourd'hui déjà montrer démontrent à l'évidence des reculs d'entrée en dépendance de quelques mois. Alors, on va dire quelques mois, c'est peu, sauf que quelques mois, quand la moyenne de la dépendance est de 2 ans, c'est évidemment immédiatement, au-delà de la qualité de vie, des résultats absolument majeurs. Donc, je pense que la question de la surdité, la question de la prise en charge financière des prothèses auditives doit être replacée dans une logique beaucoup plus large, beaucoup plus globale, qui interroge l'organisation de chacun, qui interroge le rôle des professionnels, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, les efforts de prévention, ils sont faits autant par des acteurs en dehors du monde des professionnels de santé que les professionnels eux-mêmes. Et finalement, c'est pas plus mal. Je croise le regard de Christian Hugonnet en parlant, qui est l'initiateur de la Semaine du Son. C'est une remarquable initiative. Pourquoi? Parce qu'elle permet effectivement de ne pas aborder la question de l'audition uniquement sous l'angle pathologique. Et ça permet effectivement de l'appréhender, y compris sous l'angle de l'importance de l'audition pour les gens qui ne sont pas encore confrontés à une perte auditive. Alors bon, beaucoup le savent ici, j'ai une surdité un peu particulière, pas facile à appareiller, qui crée des grosses difficultés, mais en même temps, je suis terriblement privilégié, à la fois par l'environnement professionnel qui m'entoure, mais surtout parce que j'exerce des responsabilités où finalement, vous savez, il y a des petits systèmes qui me permettent d'entendre un petit peu mieux, donc ne bénéficie jamais quelqu'un qui souffre d'une baisse auditive naturelle liée à l'âge. Et je pense que, je resterai là sur cette introduction, pardon, un peu longue, mais qui me tient à cœur, qu'on paye aussi aujourd'hui les effets de l'institutionnalisation des handicaps qui a marqué notre système de santé il y a quelques décennies. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de cacher les handicaps. Aujourd'hui, les conséquences du vieillissement, encore une fois, c'est l'apparition de handicaps qui ne touchent pas une partie minoritaire de la population, mais un très grand nombre, sur lesquels, aujourd'hui, la société a plutôt tendance encore aujourd'hui à fermer les yeux, à défaut des oreilles, sur ce type de problème.
D'accord. Ok. Et alors, la situation dans le domaine de l'appareillage auditif, dans ce domaine-là, la France fait du surplace depuis quand même pas mal d'années, puisque je crois que la dernière augmentation du prix public, c'est 86, plus de Lino, hein, c'est ça. Donc, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on fait autant du surplace? Et est-ce que le problème est spécifique à tout ce qui est aide auditive, ou est-ce que c'est la même chose que pour l'optique, par exemple? Je pense déjà qu'il faut qu'on s'entende sur les sujets sur lesquels il faut qu'on travaille ensemble. C'est-à-dire, je vais peut-être, si on parle des tarifs, rentrer très vite dans le vif du sujet. C'est-à-dire, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment trouve-t-on des modalités d'allocation de ressources, de fixation des prix et de remboursement qui permettent d'améliorer l'accès aux équipements. C'est la seule question qui mérite d'être posée. Alors, moi, je vais rappeler une ou deux choses très simples. Du point de vue d'un financeur, qu'il soit assureur obligatoire ou assureur complémentaire, on ne sait pas réduire le reste à charge si on ne s'est pas entendu auparavant sur les prix. Une évidence qu'on oublie souvent parce qu'on a parfois tendance, en prenant en compte les contraintes de court terme de l'assurance maladie, d'accepter cette déconnexion entre les bases de remboursement et les prix qui est mortifère, puisqu'évidemment, on enclenche une course entre les prix et les remboursements dès l'instant qu'il y a effectivement des marges de manœuvre, ce qui n'est pas le cas dans tous les domaines, et je pense que sur la prothèse auditive, on est arrivé à des limites aujourd'hui, et que le risque n'est probablement pas celui-là, il est beaucoup plus celui effectivement des non-accès aux équipements. Et cette question, elle est majeure, et on voit bien. Alors, moi, il y a un mot que j'emploie jamais, c'est le mot réseau. Bon, j'en parlais tout à l'heure avec Richard Darmon, que j'ai trouvé vu. C'est vrai qu'il y a 15 ans, quand on parlait de réseau, on ne parlait pas de la même chose qu'aujourd'hui. On parlait de réseau de soins, on parlait de coordination des professionnels autour du patient. Aujourd'hui, on a mis une connotation complètement économique dans ce domaine-là. Moi, je ne parle pas de réseau, mais par contre, je suis un ardent défenseur de tous les modes de contractualisation entre les différents acteurs. C'est-à-dire que je préfère, à partir d'objectifs fixés par les pouvoirs publics, que les acteurs s'entendent entre eux et dans une contractualisation qui soit équilibrée et qui porte sur les bons sujets. C'est-à-dire sur la prothèse, qui ne porte pas que sur le prix, mais qui porte sur l'ensemble de la filière, qui porte sur l'ensemble de la prise en charge. Alors, ça nous amène aux questions qui sont des questions compliquées. Donc, ça veut dire que c'est le prix de l'appareil, mais c'est aussi le suivi de la personne. C'est la question qui a été posée, abordée dans le travail de Laurent Sartman et Jean Cavaldoué, en disant la déconnexion entre le prix de l'appareil et le service risque d'être inflationniste. Question qui mérite effectivement... Qui peut paraître pour autant comme l'ouverture de quelque chose d'un peu plus low cost, quoi, quelque part. Bah, moi, je vois d'autres inconvénients, d'ailleurs, à la déconnexion. L'autre inconvénient, c'est effectivement de complètement focaliser le regard des financeurs sur le prix de l'appareil et pas sur le reste du service. Et ça, c'est effectivement un vrai problème. Par contre, il y a une question qui n'a pas été évoquée, Jean ou Laurence, sauf si j'ai mal lu votre travail. C'est le moment où la rémunération d'ensemble et forfaitaire doit intervenir. Est-ce qu'elle doit systématiquement intervenir avant dans le prix de l'appareil, avec effectivement des questions que tout économiste doit se poser à partir du moment où l'incitation a été rémunérée dès le départ alors qu'elle doit s'étaler dans le temps, est-ce qu'elle va être opérée dans les mêmes conditions? Ça, c'est des questions sur lesquelles moi, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si il vaut mieux, effectivement, imaginer un autre système. Mais c'est des questions qui ne sont pas posées. Elles ne sont pas posées parce que, d'abord, on a refusé d'aborder très clairement la question de la part entre les complémentaires et les régimes obligatoires. Moi, je partage complètement l'avis qui consiste à revaloriser les interventions des régimes obligatoires. Je répète souvent que la mutualité, c'est l'assureur paradoxal qui se plaint quand sa matière assurable augmente. Donc on se félicite d'ailleurs quand elle diminue. On se plaint toujours quand il y a un désengagement des régimes obligatoires. Dans ce domaine-là, la mutualité ne cherche pas à augmenter son marché en satisfaisant une plus faible intervention des régimes obligatoires. Mais il faut
aussi ce que posait la question, pardon, je la pose très directement, de savoir sur quoi on le fait porter. Aujourd'hui, je pense que c'est assez sage, la profession de l'audioprothèse dit en valorisant les entrées de gamme et pour éviter effectivement les phénomènes d'édiction les plus massifs. Très bien. On n'a jamais abordé avec les audioprothésistes la question, par exemple, des incitations qui peuvent être dans les contrats responsables. Minimum de prise en charge ou maximum de prise en charge. Ou mieux encore, les deux, puisque moi je passe mon temps à répéter qu'il faut intervenir suffisamment pour permettre l'accès aux soins, qu'il faut éviter effectivement les mécanismes inflationnistes quand on voit. Ça, c'est des questions extrêmement concrètes sur lesquelles je dénie au pouvoir public le droit de dire, sans que les acteurs discutent avant entre eux, on va fixer le prix à tel niveau, parce qu'on est dans une démarche administrative très souvent éloignée du marché, éloignée des contraintes économiques des uns et des autres. Et ça, c'est pour moi la meilleure illustration de ce que j'appelle la contractualisation. Il faut ouvrir des espaces de dialogue, sans perdre de vue effectivement que le dernier mot revient au pouvoir public, et je pense que c'est très important qu'il soit le garant de l'accès aux équipements, mais il faut libérer les acteurs, il faut libérer les possibilités de contractualisation, et ne pas avoir peur de ces mots. Alors, je n'emploierai pas le mot de réseau, parce que je sais qu'il fâche. Je sais aussi que les critères qui sont appliqués dans certaines de ces démarches ne sont pas acceptables pour les professionnels. Et je le sais d'autant plus que la mutualité est en proie à ce comportement schizophrène, et en même temps offreur de soins, vendeur de prothèses auditives et financeur. Et on est probablement de ce point de vue-là les mieux placés pour bien mesurer quel est le juste milieu. Et sur certains appels d'offres qui ont été lancés récemment, les acteurs mutualistes n'ont pas répondu positivement parce que ça pose des problèmes effectivement d'équilibre économique, mais ce n'est pas une raison, et surtout pas une raison pour disqualifier les démarches de contractualisation, c'est pour moi au contraire une raison pour les renforcer. Dans les contrats responsables, vous y faisiez allusion, donc l'appareillage auditif, ça fait partie, c'est un des critères des contrats responsables ou pas du tout? L'appareillage auditif. Non, il n'y a rien, pardon, excusez-moi, je vais dire un petit peu dur avec le... Il n'y a rien dans les contrats responsables sur l'aspect auditif. C'est un aspect qui est complètement laissé de côté. Et on voit bien d'ailleurs, il y a eu une petite révolution dans les contrats responsables qui est encore aujourd'hui très discutée, notamment l'introduction des maxima de prise en charge. Donc il faut bien reconnaître que c'est plutôt la mutualité qui les a imposés au pouvoir public, sans sur le fond avoir vraiment convaincu la ministre d'ailleurs. Mais moi, je suis persuadé que les outils de type contrat responsable, dès l'instant que les curseurs sont placés au bon endroit, sont de bons outils parce qu'ils laissent des marges de manœuvre aux acteurs. La seule question qui se pose derrière, c'est d'avoir une incitation ou une pénalisation financière qui soit à peu près corrélée avec les niveaux de contrainte. Ce n'est pas toujours le cas. Et évidemment, dans ces situations, on se retrouve avec des acteurs qui se tirent des balles dans le pied. C'est l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, avec une complémentaire qui dirait « je fais un effort extrêmement important sur les appareils auditifs, s'il n'y a pas de mécanisme de compensation en fonction des portefeuilles, en fonction de l'ensemble de la prise en charge, c'est une couverture complémentaire qui se condamne à très court terme. » D'accord. Okay. Entre les mutuelles, il y a de grosses différences de prise en charge sur ce marché ou... Entre les mutuelles, il y a de grosses différences, oui. Entre les mutuelles, il y a évidemment des différences de prise en charge importantes sur ce secteur, pour une raison très simple, c'est que moins le secteur est réglementé, moins il fait l'objet de contractualisation, moins il fait l'objet de travail avec les professionnels, plus il y a d'écart. Donc vous avez effectivement aujourd'hui des raisons purement de positionnement stratégique. Il faut bien comprendre que l'économie dans le système de santé elle est majeure sur ses conséquences en matière d'organisation. Vous prenez les soins dentaires entre la prothèse et les soins, vous vous apercevez que quand il n'y a pas effectivement
de prise en compte de cette réalité dans la fixation des tarifs, dans l'allocation de ressources, ben vous avez les stratégies de contournement de la part des acteurs. Les centres low cost en dentaire qui font que de la prothèse et qui, parce que l'orthodontie enfant pose des problèmes, donc on ferme le mercredi, c'est extrêmement simple de le faire. On peut avoir une même stratégie de contournement de la part des professionnels comme de la part des financeurs. Donc c'est ça qu'il faut regarder pour éviter effectivement les échappatoires qui après conduisent les uns les autres à se renvoyer la balle, alors que la réalité, c'est la nécessité d'une construction globale. Moïse Godino. C'est vrai que je crois que l'intervention de M. Cagnard a bien mis le doigt sur un point très important, c'est les besoins en audioprothèse. Ils ne sont pas du tout, contrairement à l'optique, répartis sur toute la population. On a fait des travaux avec l'aide de l'IDS. M. Babusieux, président de l'IDS, était là. Il est sorti, mais il nous a fait l'honneur de venir nous voir puisqu'il nous a beaucoup aidé à interroger les bases du SNIRAM. Et on a montré qu'en fait, la dépense en audioprothèse est extrêmement concentrée, entre en gros 70 et 90 ans. Comment un assureur complémentaire peut-il faire avec cela, étant donné que les contrats sont quand même un petit peu ciblés en fonction du risque, sont des acteurs privés en concurrence. Donc, s'il y a bien un secteur où, sans une partie publique notable, je dis toujours qu'elle doit pas être complète. Encore une fois, vous connaissez nos théories dans la profession. Nous pensons que les complémentaires doivent aussi être là. Mais il y a aujourd'hui, l'assurance maladie obligatoire ne peut pas ne pas se réinvestir ce champ parce qu'on ne peut pas laisser toute la partie aux complémentaires. Parce qu'il y a en effet des problèmes d'anti-sélection, je crois que c'est le terme des assureurs, c'est-à-dire qu'en effet, s'il y a un assureur, enfin un contrat complémentaire rembourse très bien l'audioprothèse, et bien tous les gens qui ont le problème vont le prendre et l'économie du contrat va poser un problème. Alors, la contractualisation. En effet, on a publiquement eu des problèmes avec certaines plateformes de référencement, je trouve que c'est le terme le plus adéquat. Nous, aujourd'hui, il n'y a pas de problème de discuter, mais encore faut-il qu'on veuille discuter avec nous. Et aujourd'hui, la loi Leroux n'est pas suffisante. Nous pensons que les éléments pour une bonne contractualisation entre les complémentaires et les professionnels, que ce soit les audioprothésistes, les opticiens ou les dentistes, je pense que s'ils étaient là, ils ne seraient pas loin de mon avis, ne sont pas réunis. Il y a trop de comportements, trop de liberté, je dirais, à des sociétés anonymes qui sont ni assureurs, qui n'ont ni les contraintes des complémentaires, ni les contraintes des professionnels. Donc là aujourd'hui, il faut réguler cela dans un intérêt commun, aussi bien dans l'intérêt des complémentaires que l'intérêt des professionnels. Aujourd'hui, il y a des comportements qui posent vraiment problème et cette contractualisation n'aura du sens que quand elle sera faite de manière plus apaisée, sans doute avec des rôles nouveaux pour l'UNOCAM, des rôles nouveaux aussi pour les syndicats représentatifs. C'est illusoire de considérer que un réseau de soins peut être fait quand on envoie 80-100 pages de textes juridiques à des professionnels de santé de terrain et qu'ils vont pouvoir choisir à bon escient. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il va falloir qu'on remette ce que la loi Leroux, malheureusement, n'a pas prévu, les syndicats représentatifs dans le jeu de façon officielle. Parce qu'aujourd'hui, on prend la parole sans nous la demander. Les plateformes n'ont pas à nous demander notre avis, on le donne quand même. On le donne quand même, on ne se prive pas. Donc je crois qu'il y a vraiment une réflexion à faire là-dessus et ce sera comme cela qu'à mon avis, dans les trois secteurs qui aujourd'hui font partie du périmètre où l'assurance maladie complémentaire est supérieure à l'obligatoire, les choses pourront aller mieux. Un mot très important et donc un besoin d'assurance maladie obligatoire pour remettre un niveau et laisser les complémentaires compléter et ne pas avoir la charge aussi importante qu'aujourd'hui. Un mot sur les contrats responsables. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'était une belle chance, ça, de faire quelque chose pour l'audioprothèse. Non pas avec des plafonds, mais avec des planchers. Parce que là, tous les contrats auraient été à égalité. Et là, on évitait le biais de l'antisélection. Nous avons fait des propositions au cabinet. Nous avons été reçus. Je ne vais pas dire par qui, parce qu'ils sont toujours en poste. Mais nous avons été reçus et rien. D'autant plus que ça aurait été à droit politiquement, puisqu'aujourd'hui on dit que ce sont des contrats qui viennent plafonner, enlever des possibilités sans rien donner. Et là, étant donné que le petit plafonnement de l'optique qui coûte au complémentaire 3,5 milliards par an de mémoire,
aurait permis de mettre 100 ou 200 millions d'euros pour l'audioprothèse, et ce qui aurait changé la donne sans ces effets problématiques. Donc cette chance, elle a été manquée, mais nous ne l'avons pas manqué. Nous avions fait des propositions au cabinet, mais malheureusement, comme pour les ACS, c'est tombé à la trappe. Rappelons qu'il va y avoir une autre négociation cette année, puisque la loi de santé prévoit un tarif spécifique pour les ACS. J'ose espérer qu'il y aura une négociation de bonne qualité avec le cabinet. D'accord, merci. Alors je voulais revenir sur la conclusion centrale du rapport de Jean de Carvazzo et Laurent Sartman, selon lequel si on équipait toutes les personnes qui doivent être équipées d'appareils auditifs, ça coûterait moins cher à la collectivité. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce principe? Attendez, je crois que votre question est mal posée. On n'a pas à être d'accord ou en désaccord avec un fait. Non, on peut en tirer des conséquences positives ou négatives, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça ne dépend pas de moi. Voilà. Est-ce que vous êtes surpris, en tout cas, par cette conclusion, les uns et les autres? Oui, enfin, je pense que c'est une étude qui est extrêmement importante et intéressante, puisque elle nous indique que si on tient compte des effets directs de la réparation du déficit auditif, on a des économies. Voilà, alors moi je n'ai pas d'avis sur l'étude, je l'ai découverte il y a très peu de jours, donc je pense qu'elle doit être discutée, examinée, mais il est clair, en tout cas, qu'il y a certainement des effets positifs et des économies à attendre d'une réparation du déficit auditif. Il n'y a pas forcément 36 secteurs dans lesquels l'investissement de l'assurance maladie se traduit par... Oui, enfin en même temps, ça a été fort bien dit tout à l'heure par Étienne. On a quand même d'autres exemples, et on sait bien qu'une de nos difficultés, c'est d'avoir une difficulté à avoir une appréhension globale des problèmes. Alors non seulement, je dirais, d'un point de vue conceptuel, mais ensuite d'avoir la capacité de mobiliser, et de concrétiser les effets positifs qu'on met en évidence. Donc je pense qu'il y a, sur la base de l'étude qui est très intéressante, là il y a un travail à conduire pour savoir comment on fait. Alors je voudrais prolonger ce qui a été dit sur la nature du risque, et donc et la nature des réponses à apporter. Et je pense que là, pour le coup, je ne peux que partager le souhait que l'ensemble des protagonistes, si je peux dire, ou des parties prenantes, puissent mener collectivement un travail sur la nature des réponses à apporter. Parce que la nature des réponses est je dirais, diverse. D'abord, la prévention. La prévention, elle pose le problème, et ça a été dit, de l'activité à la fois des pouvoirs publics à travers les campagnes d'information d'assurance, des organismes d'assurance maladie, à travers des campagnes d'information qui peuvent être conduites. On sait que les moyens existants pour développer ces campagnes ne sont pas, comment dirais-je, pas immense, mais je pense que si l'on considère l'importance du problème, oui, il est certainement indispensable d'en faire une priorité, compte tenu en particulier des enjeux mis en évidence par l'étude qui vient d'être réalisée. Mais donc ça, c'est pas une affaire d'assureur, c'est une affaire de pouvoir public. Il y a la dimension de la prévention à travers l'action des professionnels de santé. Et là aussi, on peut penser que l'intégrer, puisque la négociation conventionnelle est en cours pour définir quels sont les éléments d'appréciation de la performance, comme on dit maintenant, des médecins, en particulier des médecins généralistes, on peut penser que intégrer dans leur action le dépistage des difficultés auditives serait certainement quelque chose de tout à fait indispensable.
a été évoqué le lien entre les ORL et les audioprothésistes. Là aussi, je pense que c'est quelque chose sur quoi il faut travailler. Ce n'est pas les mêmes acteurs qui doivent le faire. Et enfin, je terminerai par les problématiques d'assurance et en regardant le sujet, effectivement, les travaux montrant la dispersion de la dépense, je pense là aussi qu'on a besoin d'avoir une réflexion collective, parce qu'une concentration, enfin, je ne veux pas rentrer dans des considérations excessivement techniques, parce que ça a été fort bien dit, on sait que l'assureur, au sens de l'assureur complémentaire, a d'autant plus de facilité à prendre en charge un risque que ce risque est dispersé et pas concentré et n'a pas un caractère, si je peux dire, quasi certain. Alors, ce qui est malheureusement une des caractéristiques du risque auditif, puisqu'on a finalement deux types de populations. Il y a des populations pour lesquelles le risque est quasiment constitué à la naissance ou constitué très jeune. Et donc là, on est typiquement dans la situation où un assureur va avoir beaucoup de mal à s'engager, même en fait, théoriquement, il ne peut pas s'engager, sauf si il est en situation de monopole, parce que le risque est déjà constitué. Et puis on a le deuxième cas de figure, qui est le risque associé à la maladie et au vieillissement. Et là, ce qu'on voit, c'est que ce risque est très concentré, avec une probabilité d'un sur deux au-delà de 80 ans, d'en être atteint. Et donc on voit bien là qu'il y a du coup nécessité, alors soit d'envisager une prise en charge prioritaire par l'assureur obligatoire, soit par des dispositions du type contrat responsable, permettant à des assureurs complémentaires d'intervenir sans s'exposer au risque d'antésélection, c'est-à-dire au risque parce qu'il couvre bien le risque auditif de ne voir que des gens âgés ou avoir une proportion excessive de gens âgés qui se tournent vers eux. Avec la difficulté supplémentaire qui est évoquée, qui est que les récentes transformations du paysage des complémentaires, à la fois du fait des réglementations européennes et puis de l'accord interprofessionnel, donne une orientation particulière à l'assurance complémentaire vers la population d'âge actif, ce qui, je pense, renforce sans doute la difficulté. Donc là, je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir une discussion collective de l'ensemble des acteurs pour définir la manière de structurer la prise en charge de sorte à ce que chacun puisse faire son métier et que la prise en charge soit correcte. Donc ça, je pense, c'est vraiment un chantier. Enfin, il suffit pas de dire on va prendre une décision pour dire c'est mieux remboursé. Enfin, je veux dire là, d'une certaine manière, il y a tout un travail d'élaboration à conduire collectivement, dans lequel les études sont vraiment bienvenues et nécessaires, parce qu'on a besoin de cerner les problèmes à couvrir, donc en termes de prise en charge. Et puis je voudrais terminer sur, une fois la question de la prise en charge étant posée, la question qui était évoquée par Étienne tout à l'heure, qui est la question de la régulation. Et là aussi, je pense que la régulation, elle ne peut pas être pensée par un seul acteur. Ça c'est clair, enfin j'ai aussi une vérité générale, mais enfin là, elle est particulièrement à s'appliquer, parce qu'effectivement, il y a la question de la régulation, alors on pourrait appeler, en prenant une terminologie d'économiste, des volumes, c'est-à-dire la régulation qui permet de s'assurer qu'on va bien équiper les bonnes personnes, c'est-à-dire donc étendre la couverture en équipant les personnes qui méritent de l'être, et surtout en respectant, en s'assurant d'un principe d'observance, ce qui là conduit sans doute à des réflexions sur les formes des contrats, sur les formes des tarifications et des forfaits. Et moi je partage tout à fait la préoccupation qui est de se dire, selon les formes de tarification qu'on adopte, on n'aura pas les mêmes incitations et les mêmes effets. Donc ça, je pense que c'est très important de travailler sur ce sujet. Et je termine sur le sujet des prix. On voit bien dans d'autres champs que sur le sujet des prix, on a la capacité à avoir une régulation tout à fait
vertueuse. On voit le travail fait, l'étude sur des pays étrangers montre, j'ai vu rapidement, parce que le travail est assez volumineux, qu'il y a diverses solutions. Ça peut être effectivement des encadrements de prise en charge. Ça peut être aussi la mise en place d'offres publiques, je crois que ça existe dans des pays étrangers. Donc voilà, on a des solutions multiples qui doivent être étudiées et sur lesquelles doivent porter des discussions. Étienne Cagnard. Oui, non, j'avais envie de rebondir sur ce que disait Anne-Marie, notamment sur les mécanismes d'assurance, parce que c'est extrêmement important, parce que autant ce qu'on essaie de faire dans des réunions comme celle-là, il est important que les financeurs comprennent les contraintes auxquelles sont confrontés les professionnels de santé. Au fond, il est important que les professionnels de santé comprennent aussi les contraintes auxquelles sont confrontés les assureurs. Je prends l'exemple très simple, effectivement, de l'âge. Pourquoi est-ce que la mutualité s'est opposée avec autant de vigueur contre la segmentation avec les contrats retraités? Parce qu'elle procède finalement d'une analyse très simple. C'est de se dire, bon, les complémentaires ont de l'argent, il faut baisser leur prix. Les complémentaires sont difficilement accessibles aux retraités, donc on va les isoler et on va jouer sur les prix. Si je prends cet exemple, c'est parce que c'est exactement la même attitude pour les pouvoirs publics vis-à-vis des audioprothésistes. Sauf que la réalité, elle est un petit peu plus complexe que ça, et que derrière des apparences économiques, il y a des mécanismes un petit peu plus compliqués. Alors je reviens dans la mutualité, 53-54% de part de marché dans la population, 66% des retraités, 54% de la population générale, 70% des ressortissants de la complémentaire santé, 80% de la CMU, donc prise en charge complémentaire par les régimes obligatoires. Ça veut dire que quand vous avez un acteur qui continue à être solidaire, et pour les audioprothésistes, c'est très important de venir avec l'âge, parce que c'est une grande partie de vos patients, et que cet assureur se met à concentrer ce qu'économiquement on appelle les mauvais risques, les gens qui dépensent plus, il sera obligé d'arrêter. C'est-à-dire que si on ne prend pas cette réalité économique en compte, il n'y aura plus de financeurs pour des problèmes de santé qui concernent une population prévisible, et notamment sur tous les éléments liés à l'âge. Donc on voit bien que toutes ces questions sont majeures et qu'on ne traitera pas l'une sans l'autre. Donc voilà pourquoi je remercie Anne-Marie d'avoir rappelé l'importance des mécanismes d'assurance. On continue à parler d'assurance santé en matière complémentaire. On fait de moins en moins d'assurance santé, de plus en plus de financement, de préfinancement de dépenses à peu près certaines. C'est pas vrai partout, mais c'est vrai que le déplacement, il va dans ce sens-là. Donc évidemment, la sélection qui s'en suivra derrière conduira à complètement extraire des mécanismes de marché tous ceux qui n'ont plus de moyens de se payer le complémentaire. Ils sont de plus en plus nombreux. Et évidemment, la conséquence macroéconomique, c'est le renforcement des filets de sécurité. D'accord. Et puis, il y a la question du dépistage de masse, j'allais dire, oui, des seniors ou en fin d'âge actif, qui est suggéré par le rapport de Cavazoué. Est-ce que ce n'est pas une partie de la solution aussi? Étienne Cagnard. Juste un mot d'introduction. Sur le dépistage, c'est toujours la même question. Moi, je ne suis pas dans une approche où je pense que telle ou telle action doit être réservée exclusivement à tel ou tel acteur. Les acteurs qui peuvent effectivement y contribuer, il faut le faire. Par contre, il faut leur donner un cadre économique qui leur permette de le faire. Aujourd'hui, vous vous retrouvez effectivement, on reprend l'exemple des personnes âgées, quand des assureurs complémentaires mettent en place des actions de prévention qui privilégient le maintien à domicile, qu'est-ce qu'elles font? Elles se tirent une balle dans le pied économiquement, puisque s'il y a institutionnalisation, c'est beaucoup plus les régimes obligatoires qui interviennent que les régimes complémentaires. Donc on se retrouve à chaque fois avec cette question. Moi je suis de plus en plus obsédé par deux sujets: la réflexion et la recherche sur l'organisation et les modèles économiques qui permettent effectivement d'inciter les acteurs à aller dans le sens de l'intérêt général. Aujourd'hui, on a des modèles économiques qui, au mieux, sont neutres, parfois sont des incitateurs. Anne-Marie Brocard, la question du dépistage de masse, c'est facile à faire, ça peut presque être fait dans l'année.
Écoutez, moi, j'ai pas de compétences sur ce sujet parce que je pense que derrière le principe, il y a aussi, je vais laisser parler plus savant que moi sur le sujet. Après, je pense que d'une certaine manière, tout se tient, si je peux dire, parce qu'il y a quand même un certain lien entre le développement de ce dépistage et la capacité d'apporter derrière des réponses une fois qu'on a dépisté. Donc je pense que, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, qui n'est pas simplement un effet rhétorique, c'est-à-dire que je pense que là, c'est un chantier à multiples dimensions et qu'il faut prendre ensemble. Donc oui, je ne peux que adhérer évidemment à l'objectif qui figure dans le rapport, qui est dépister systématiquement les problèmes de déficit auditif, c'est clair. Alors en même temps, je pense que la politique publique, elle ne peut pas s'arrêter à cet aspect-là, elle doit prévoir ce dépistage et par ailleurs avancer sur les autres dimensions aussi. Jean Descavazos, vous suggérez d'utiliser la rémunération sur objectif de santé publique des médecins généralistes pour mettre en place ça? Oui, je vais dire faute de mieux. Depuis très longtemps, je trouve pour ma part que le C23 €, 31 dit l'assurance maladie, mais enfin peu importe, est indigne. Et depuis très longtemps, je suggère que l'on étudie en France, pour les médecins de première intention et notamment pour les généralistes, un système de capitation, c'est-à-dire un système de forfait annuel qui résolverait ce genre de problème. Mais comme vous le savez, on en parle depuis très très longtemps. Je suis allé voir ce gouvernement comme les précédents. Et je leur ai dit, mais étudions en France, au moins, qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est un sujet dont on parle, mais comme vous savez, ça pose à la fois des questions financières et des questions d'organisation. Bien entendu, je ne suis pour forcer personne. Dans les pays où c'est un marché, on a laissé cette possibilité de choisir un professionnel de santé payé, donc avec habitation, c'est un forfait annuel. Mais alors on sait que c'est très bénéfique parce que c'est associé à une très très forte sous-prescription. Vous savez que les médecins payés à l'acte, les généralistes français prescrivent 4 fois, sans compter l'hospitalisation, prescrivent 4 fois leurs honoraires, alors que les spécialistes prescrivent moins d'une fois leurs honoraires. Donc l'unité économique généraliste est plus chère que l'unité économique spécialiste. Donc on sait que si on avait un système de forfait annuel, les prescriptions baissent très très vite et permettent toute une série de choses liées à la santé publique, dont ce dépistage, parce que les médecins ayant une personne qui ne va pas faire, qui ne va pas vagabonder d'un médecin à l'autre, connaissent bien leurs patients et donc font ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent. Mais vous voyez bien que, et ça rejoint ce que disaient Anne-Marie Boca et Étienne Cagnard, notre question aujourd'hui touche à énormément de questions de l'organisation du système de santé, qui a été basée sur des conceptions des années 40 et des années 50. Et pour revenir à ce que disait votre président Godino, avant que je m'en aille, parce que je vais prendre un avion, la pyramide des âges en France n'est une pyramide que dans la tête des gens qui n'ont pas regardé une pyramide depuis longtemps. Alors moi je pense que c'est pas une pyramide, c'est une marmite. Ça ressemble vraiment à une marmite. C'est-à-dire que vous avez un cylindre, le bas de la marmite. Alors vous avez la poignée qui est en train de se balader, ça c'est la génération du baby-boom. Je rappelle que la génération du baby-boom c'est 47-73 et qu'en l'an 2000 en France, il y avait 485 000 personnes qui atteignaient l'âge de 60 ans. En 2007, donc 60 ans après 47, il y en avait presque 800 000. Donc on a 300 000 personnes en gros par an, et comme on ne les tue pas tous tout de suite, donc ça fait 300 000 la première année, 600 la seconde, etc. Puis après, au-dessus, vous avez la fin de la pyramide, qui est une espèce de petit chapeau qui est au-dessus de ce truc. Donc vous voyez qu'on a conçu un système et de financement. Parce que je vous rappelle que le système en France, à 26 ans, la moitié des gens ne travaillent pas, et à 59 ans, la moitié des gens ne travaillent plus. Et on fait porter l'ensemble de la fiscalité et de la protection sociale à une classe d'âge très très particulière. Donc vous voyez qu'à la fois du point de vue du financement, du point de vue de l'organisation, de la gestion du risque, de la prévention, les systèmes sur lesquels, les politiques sur lesquelles notre système a été bâti sont des systèmes inadaptés, et vous notamment, vous en subissez les conséquences. D'accord. Et puis, pour clore ce débat, je
je voulais revenir sur la question qui est presque l'intitulé de cette table ronde. À quand une négociation tripartite avec vous, Louise Godino, Étienne Cagnard et Nicolas Revel? Vous évoquiez tout à l'heure un courrier de Nicolas Revel, précisément. Je vais être synthétique pour libérer M. de Carbasdoué. Juste un mot sur le dépistage. Le professeur Amieva, l'année dernière, avait donc fait une étude qui a été largement reprise, qui montrait un certain nombre d'éléments très convergents sur la prévention du déclin cognitif par des appareils auditifs. Ça avait été fait avec une simple question, posée, enfin 2 questions. La deuxième, c'était portez-vous, ne portez-vous pas un appareil? J'avais remarqué que lors le dernier PLFSS, Gérard Bapt avait fait une proposition de dépistage pour les jeunes, et dès que ça a été chiffré, ça a été annulé, parce que ça avait dû être chiffré avec une audiométrie complète, un professionnel de santé, etc. C'est une erreur. Dans notre secteur, on peut déjà, en tout cas pour les seniors, avoir d'excellents résultats avec 2 simples questions. Donc ça, c'est le premier élément. Le dépistage peut être fait sans des éléments financiers trop importants. Deuxième point, d'autres études vont arriver. Demain, à 15h, le professeur Amieva de l'INSERM Bordeaux vient nous faire une communication qui s'appelle « Estimation de l'impact des troubles de l'audition et d'une prise en charge audioprothétique chez le sujet âgé, résultats épidémiologiques préliminaires ». Donc ça continue, donc on aura cette année, donc c'est préliminaire, donc c'est pas fini, mais on aura cette année des résultats qui vont aller plus loin. Ce ne sera pas une revue de littérature, mais des résultats inédits. Troisième élément, là encore, pour enfoncer le clou, le taux d'équipement aujourd'hui, c'est vous, je crois, qui l'avez dit, chez les CSP+, les gens qui gagnent plus de 50 000 euros, est très bon. Il est même au maximum, à peu près 50% des malentendants sont équipés. C'est pour les gens qui gagnent moins de 20 000 euros qu'il y a le problème. C'est une inégalité sociale en santé majeure. Et ça, c'est quand même un problème qui doit concerner aussi les pouvoirs publics. Et enfin, j'ai reçu en effet un courrier de Nicolas Revel hier soir à 18h30, donc même mon conseil d'administration va le découvrir en même temps que vous, puisqu'il m'a envoyé un message que je vais vous lire. Monsieur le Président, comme nous avons eu l'occasion d'échanger lors de notre rencontre du 11 décembre dernier, l'UNCAM est intéressée, l'UNCAM c'est l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, c'est l'assurance maladie obligatoire, est intéressée par vos réflexions sur l'amélioration de l'accès aux soins des patients pour les audioprothèses, et nous sommes prêts à travailler avec vous en ce sens. Les thématiques que vous allez aborder au cours de votre congrès du 18 mars nous intéressent donc pleinement, même si, comme je vous l'ai indiqué, je ne pourrai m'y rendre. Les évolutions sociétales, démographiques et le poids des maladies neurodégénératives font en effet de l'accès des personnes malentendantes aux soins une question d'une grande acuité. Il est important que l'ensemble des acteurs institutionnels et professionnels se concertent afin d'améliorer la prise en charge de ces patients. Dans cette perspective, plusieurs pistes semblent pouvoir être explorées, notamment l'évolution de la liste des produits et des prestations, c'est la nomenclature des audioprothèses, déjà trop ancienne et inadaptée aux besoins et pratiques actuels. Un travail pourra être mené sur la base notamment de vos pistes de réflexion, avec le souci que tout dispositif comporte des engagements clairs de la part de la profession, permettant de garantir une diminution réelle du reste à charge pour les patients. Je vous prie de croire, Monsieur le Président. Voilà, donc de bonnes nouvelles, puisque visiblement le directeur de l'assurance maladie a aperçu le problème. Merci. C'est une réponse positive à ce que vous demandiez depuis au mois de décembre. Depuis longtemps. D'accord. Merci à tous. On va mettre un terme à cette table ronde. Merci d'avoir assisté à cette table ronde.